Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord, avant de commencer, à remercier la Société tunisienne de chirurgie orthopédique et traumatologique de m'avoir invité à participer à ce congrès, à donner ce topo, et en particulier le président, le professeur Mourad Genzri, mon ami. J'aurais bien aimé être à Tunis en ce moment pour participer au congrès, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Alors, il m'a été demandé de parler d'un sujet qui m'est cher, et là, je vais parler de la reconstruction tridimensionnelle de la colonne vertébrale chez le patient atteint de la scoliose idiopathique et la déformation de la cage thoracique également. Donc, l'objectif général de ce travail est d'entreprendre une étude biomécanique tridimensionnelle du squelette et d'étudier cette déformation dans les trois plans de l'espace, étudier l'interaction des différentes courbures dans les trois plans de l'espace et étudier essentiellement les déformations morphologiques de la cage thoracique. Ce travail fait partie d'une thèse de doctorat qui avait été faite par un physiothérapeute dans notre labo de biomécanique à Beyrouth, et elle comporte également deux autres volets qui sont les altérations au niveau des membres inférieurs dans la scoliose idiopathique de l'adolescent et également l'analyse des modifications posturales. Ces deux derniers chapitres ne vont pas être discutés aujourd'hui pour des raisons de commodité et également par manque de temps. Donc, je vais commencer d'abord par montrer ce qui existe dans la littérature. On sait que les données de la littérature nous apprennent que les relations entre les trois plans de la déformation vertébrale dans la scoliose idiopathique de l'adolescent ne sont pas connues pour tous les types de courbures. Et donc, nous avons décidé, dans ce travail que je vais vous présenter, d'étudier la morphologie tridimensionnelle du segment scoliotique dans différents types de courbures et également d'étudier, comme je vous l'ai dit, l'interaction des trois plans de la déformation. Nous savons également de la littérature que les types de déformations morphologiques de la cage thoracique sont peu ou pas décrits, et nous avons donc décidé dans ce travail également d'étudier cette morphologie tridimensionnelle de la cage thoracique et de voir sa relation et les corrélations qui existent avec la déformation scoliotique. On sait tous très bien que la plupart des parents amènent en consultation leur enfant présentant une scoliose idiopathique de l'adolescent, justement pour des raisons de déformation de la cage thoracique et donc de gibbosité. Donc, ce qui nous a poussé à approfondir nos connaissances dans ce domaine. Donc, le présent travail a été fait, comme je vous ai dit, à notre laboratoire de biomécanique et d'imagerie médicale, le LBIM, à Beyrouth, entre avril 2013 et décembre 2018. Nous avons inclus des sujets scoliotiques avec une scoliose idiopathique de l'adolescent, des sujets témoins. Il y avait entre 200 et 274 sujets scoliotiques et entre 64 et 84 sujets témoins en fonction de la partie de l'étude qu'on voulait aborder. Les deux groupes étaient similaires sur le plan des données démographiques et les deux groupes d'individus ont été radiographiés dans un appareil EOS avec comme vous le savez tous, avec deux clichés simultanés de face et de profil en position debout avec une reconstruction tridimensionnelle du squelette. Dans le groupe des scolioses idiopathiques, nous avons inclus de l'adolescent, nous avons inclus que des adolescents, donc entre 10 et 18 ans, avec un angle de COP supérieur à 10 degrés, comme est défini une scoliose, et nous avons exclu toute scoliose congénitale ou neurologique, ou toute déformation vertébrale associée à une inégalité de longueur des membres inférieurs. Les individus témoins avaient la même tranche d'âge, et les critères d'exclusion étaient absence de scoliose, donc un tout COP supérieur à 10 degrés, même si c'était une attitude scoliotique, et tout trouble musculo-squelettique ou neurologique. On va diviser cette présentation en deux chapitres. Le premier est celui de la scoliose, donc la déformation rachidienne dans la scoliose idiopathique. Et le but de ce chapitre-là est de sortir avec des idées relativement claires sur la morphologie tridimensionnelle du segment scoliotique dans différents types de courbures et l'interaction de ces déformations dans les trois plans de l'espace. Nous avons inclus 200 patients avec une scoliose idiopathique de l'adolescent ayant une courbure majeure thoracique, thoracolombaire ou lombaire et une courbure secondaire majeure ou mineure, également thoracique
thoracolombaire ou lombaire. Nous avons commencé par étudier les paramètres spinopelviens, à savoir la kyphose et la lordose, la kyphose thoracique, la lordose lombaire, la pente sacrée, la version pelvienne, l'incidence pelvienne, l'indice d'hypocyphose thoracique, à savoir essentiellement donc, la diminution de la kyphose thoracique, caractéristique de la scoliose idiopathique thoracique de l'adolescent, la rotation vertébrale, en particulier la rotation vertébrale apicale et les rotations jonctionnelles aux deux extrémités de la posture, et également l'indice de torsion. Nous avons utilisé des méthodes statistiques pour comparer les paramètres spinopelviens et ceux de la scoliose. Nous avons évalué la relation de ces paramètres entre les différentes courbures dans les trois plans d'espace, le plan frontal pour l'angle de Cobb, le plan coronal pour le plan d'hypocyphose et le plan axial pour la rotation et l'indice de torsion. Et nous avons également étudié l'indice de torsion grâce à une corrélation linéaire multiple. Alors, les résultats qu'on a obtenus pour les paramètres spinopelviens, nous avons vu que dans notre groupe de patients, les courbures thoraciques et thoracolombaires avaient été les plus sévères, avaient l'angle de Cobb le plus élevé. Nous avons également remarqué que l'indice de torsion et les rotations jonctionnelles, donc aux deux extrémités de la courbure, étaient les plus élevés dans les courbures thoraciques également. Et en contrôlant pour l'angle de Cobb, ces données sont restées les mêmes, donc plus fréquentes dans les courbures thoraciques. Nous avons également remarqué que la kyphose était un T12, comme on le sait par des écrits antérieurs, que la kyphose T12 est réduite dans la scoliose idiopathique thoracique de l'adolescent, puisque le patient part en hypocyphose et même des fois en lordose ou en dos plat. Par contre, l'angle de lordose, donc L1S1 de profil, l'incidence pelvienne, la pente sacrée et la version pelvienne n'avaient presque pas de différence, avec statistiquement significatif en tout cas, avec les témoins, avec les personnes témoins. En étudiant les corrélations, nous avons trouvé de fortes corrélations entre l'indice de torsion d'une part et l'angle de Cobb frontal d'autre part. C'est-à-dire plus la courbure thoracique, thoracolombaire ou lombaire était sévère, plus l'indice de torsion était élevé. Pardon. Et donc, nous avons également une corrélation forte entre la sévérité de la scoliose, l'angle de Cobb frontal, et l'indice d'hypocyphose. Donc, plus la courbure thoracique était élevée dans une scoliose idiopathique, plus l'hypocyphose thoracique était importante, ce qui n'est peut-être pas le cas dans les scolioses qui ne sont pas idiopathiques. Mais là, on s'adresse uniquement aux scolioses idiopathiques. Nous avons également trouvé une corrélation modérée entre l'indice de torsion d'une part et l'indice d'hypocyphose. En utilisant la régression linéaire multiple, nous avons trouvé une bonne corrélation entre l'indice de torsion et l'hypocyphose thoracique d'une part, l'angle de Cobb d'autre part, et le type de courbure majeure, dans ce cas particulier, en particulier avec la courbure thoracique majeure. Alors, à la fin de ce chapitre-là, on peut soulever les éléments suivants. La courbure thoracique. Les courbures thoraciques étaient associées avec les déformations les plus sévères et avec les corrélations les plus significatives entre les trois plans, le plan frontal, le plan sagittal et le plan axial. Nous avons également pu constater une chose très importante, c'est que dans 63% des cas, la relation entre les deux plans frontal et sagittal pouvait déterminer le plan axial. C'est-à-dire si on avait une idée sur l'état, la sévérité et l'amplitude de l'angle frontal et de l'angle sagittal, on pouvait déduire l'angle de rotation axiale de la vertèbre. Cependant, dans 37% des cas, il n'y avait pas une bonne corrélation entre les deux plans frontal et sagittal d'une part et le plan axial. Ceci nous laisse penser que même si, dans la plupart des cas, c'est-à-dire autour de 63% des cas, en corrigeant la déformation chirurgicalement, je dis, ou même orthopédiquement, en corrigeant la déformation dans les deux plans frontal et sagittal, et vous savez très bien que ce sont les deux plans sur lesquels il est facile d'agir en intraopératoire, dans 63% des cas, on est capable de corriger également le plan axial. Par contre, dans 37% des cas, ceci est moins sûr et en tout cas moins garanti. Cette partie du travail avait été soumise à la fin de la thèse au Spine Deformity et a fait l'objet de présentations orales dans plusieurs congrès.
Alors, la partie 2 du chapitre de cette présentation que je vous fais, c'était l'étude de la cage thoracique. On était très intéressé de savoir comment se comporte la cage thoracique dans ces scolioses idiopathiques l'adolescent, et on voulait essayer de voir, d'étudier une reconstruction tridimensionnelle de la cage thoracique avec une étude relativement fonctionnelle. Et ça, c'était le but de cette partie de la présentation. Nous avons commencé par étudier donc les paramètres de la cage thoracique. On les connaît tous. Les paramètres de la cage thoracique sont d'abord un paramètre morphologique qui est caractérisé par le diamètre antéro-postérieur de la cage thoracique et le diamètre transversal. On les appelle épaisseur pour le diamètre antéro-postérieur et largeur pour le diamètre transversal. Il faut étudier également le volume de la cage thoracique. Et ce volume, il est très important parce qu'il représente l'espace disponible pour les poumons. Et plus ce volume est important, plus les poumons sont à l'aise, plus ce volume est réduit, et plus on a un risque d'insuffisance respiratoire. On a voulu étudier également l'indice de pénétration rachidien défini par M. Bousset au début des années 2000, et donc qui est caractérisé par la quantité ou le volume de colonne vertébrale, donc de rachis, de corps vertébraux, de segments de colonne vertébrale, qui pénètrent à cause de l'hyperlordose ou de l'hypocyphose thoracique dans la cage thoracique. Et l'indice est en général le rapport de ce volume sur le volume global de la cage thoracique dans les 3 plans. On a voulu également étudier le critère le plus important de la scoliose, le critère clinique le plus important, qui est celui de la gibbosité. Et la gibbosité maximale, on l'a étudiée sur 10 côtes, de T1 à T10. Donc, comme vous le savez, c'est une tangente sur la côte droite et la côte gauche. Et puis ensuite, l'angle que fait cette tangente avec l'horizontale, c'est ça ce qu'on appelle l'angle de gibbosité chez les mesures 3D EOS. Alors, les patients, on a utilisé pour ce groupe 200 patients atteints de scoliose idiopathique de l'adolescent contre 71 témoins ayant des critères démographiques, des données démographiques pratiquement similaires. Nous avons commencé par étudier la distribution de la gibbosité par rapport aux valeurs normatives. Ça veut dire quoi, valeur normative? Et ça, c'est le groupe témoin. Donc, on a utilisé les témoins comme base pour des données normatives. Et on a utilisé une première déviation standard pour caractériser un groupe de légèrement ou modérément élevé et supérieur à 2 déviations standards. La gibbosité, on disait qu'elle était anormalement élevée ou sévère. Ces 2 déviations standards correspondent à 9 degrés de gibbosité. Donc, on avait dans ce groupe 32% des patients qui avaient une gibbosité anormalement élevée ou sévère, et donc supérieure à 32%. Nous avons répété le même exercice pour l'indice de pénétration volumétrique du rachis dans le thorax. Et nous avons fait également utiliser les témoins pour nos données normatives. On a pris 2 déviations standards au-dessus des valeurs normatives pour dire que voilà, donc quand on a plus que 2 déviations standards d'indice de pénétration, on va appeler ça un indice de pénétration sévère et donc à risque élevé d'insuffisance respiratoire. Et cette limite entre le léger, modéré et anormalement élevé était de 6,3% d'indice de pénétration volumétrique du rachis. Et là aussi, on avait une coïncidence, ça correspondait à 30%. Puis, on a réparti ces groupes d'anormalement élevés de déformation de la cage thoracique. On a voulu anormalement élevés ou peu élevés en 4 groupes. Le premier groupe, comme vous le voyez sur cet écran, c'est le groupe moins de 9 degrés de gibbosité et moins de 6,3% de pénétration intrathoracique, l'indice de pénétration intrathoracique. Et ça correspond au groupe 1 de la déformation thoracique. On appelle ça le groupe léger ou modéré. Ensuite, le groupe 2A est associé à une gibbosité anormalement élevée ou gibbosité sévère, mais sans indice de pénétration élevé. Le groupe 2B, c'est le groupe qui est associé à un indice de pénétration élevé, mais sans gibbosité élevée. Et le groupe 2C était le groupe qui y associait à la fois une gibbosité élevée, donc sévère, anormalement élevée, donc sévère, et un indice volumétrique de pénétration vertébrale qui était également élevé. Nous avons utilisé des statistiques comme il se doit pour comparer les paramètres
entre eux les sous-groupes de la sclérose idiopathique de l'adolescent et les témoins. Et nous avons étudié la relation qui existe entre la déformation de la cage thoracique, d'une part, c'est-à-dire entre la gibbosité et l'indice de pénétration, donc au sein du groupe 2, parce que le groupe 1, c'est le groupe des témoins, au sein du groupe 2, et on a donc étudié cette relation avec la déformation tridimensionnelle du rachis. Nos résultats sont les suivants. Pour les paramètres de la cage thoracique, donc je vous rappelle qu'on a un groupe 1 où la déformation de la cage thoracique est légère ou modérée, un groupe 2 où cette déformation est sévère, donc avec un indice de pénétration supérieur à 6,3%, une gibbosité supérieure à 9 degrés. Et donc, dans le groupe 2, nous avons constaté qu'on avait une diminution du volume de la cage thoracique. Chose logique. Nous avons trouvé que dans le groupe 1, donc dans le groupe où la déformation était pas très sévère, donc elle était la déformation ou légère ou modérée, et dans le groupe 2, on avait une augmentation de la gibbosité et une augmentation de l'indice de pénétration vertébrale dans la cage thoracique. Et je vous rappelle que ce groupe 2 est divisé en 3 sous-groupes. Le groupe 2A à gibbosité élevée, le groupe 2B où l'indice de pénétration était élevé uniquement, et le groupe 2C où les deux étaient élevés. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que dans le groupe 2A, puisque la définition le veut, la gibbosité était élevée, et que dans le groupe 2B, puisque la gibbosité le veut, en plus de l'indice de pénétration également, en plus de l'indice de pénétration qui était élevé, on a trouvé que le diamètre antéro-postérieur du rachis, donc l'épaisseur de la cage thoracique, donc l'épaisseur, était diminuée, et le volume thoracique également était diminué. Donc, plus l'indice de pénétration vertébrale est élevé, plus le diamètre antéro-postérieur était diminué et le volume thoracique était diminué. Donc, plus l'espace disponible pour les poumons était diminué. Alors, ça, c'est logique, mais là, on est en train de mettre des chiffres à la réalité qu'on suppose tous, qu'on connaît. Alors, les paramètres spinopelviens, là aussi, on va comparer le groupe 1, où la déformation de la cage thoracique est légère à modérée, et le groupe 2, où la déformation est sévère. Donc, le groupe 2, on a constaté qu'il y avait une diminution de la syphose thoracique dans le groupe 2, donc une hyposyphose thoracique. On a remarqué qu'il y avait une augmentation de la syphose entre T10 et L2 à une zone où c'est supposé être ou droit ou discrètement en lordose, ou un segment qui devait être pratiquement droit. Donc là, il était légèrement en syphose parce que c'est une zone jonctionnelle entre la courbure thoracique et la courbure lombaire. Donc là aussi, c'est des choses qui sont logiques, qu'on connaissait également, mais qu'on a quantifiées et qu'on a confirmées. Dans le groupe 2 également, on a remarqué qu'il y avait une augmentation de l'indice de torsion, tout le groupe 2, et l'angle de Cobb était également, en particulier donc l'angle de Cobb thoracique, puisqu'on étudie que la cage thoracique, donc les groupes thoraciques, on a trouvé qu'ils étaient également élevés, que l'angle de Cobb était également élevé. Si également on stratifie le groupe 2 en ces 3 sous-groupes, le groupe 2A avec une gibbosité élevée, le groupe 2B avec un indice de pénétration élevé exclusif et le groupe 2C avec les deux à la fois, la gibbosité et l'indice de pénétration élevé, on remarque que dans le groupe 2A, c'est-à-dire où la gibbosité uniquement est élevée sans indice de pénétration, on remarque que l'indice de torsion est élevé et que l'angle de Cobb est élevé, donc les déformations sont sévères. Par contre, dans le groupe 2B, comme l'indice de pénétration est élevé, il existe une hyposyphose thoracique, donc la syphose T1, T12 est diminuée, et l'angle, là aussi, de la syphose de la région jonctionnelle entre T10 et L2 a une syphose qui est augmentée. Bon, à la suite de l'étude de ces paramètres de la cage thoracique et de ces paramètres spinopelviens, on s'est dit on va trouver quelle relation existe entre la déformation de la cage thoracique d'une part et les paramètres spinopelviens d'autre part. Alors, la diminution de la syphose T1, T12, donc l'hyposyphose thoracique, est associée à une pénétration, un déplacement antérieur du segment thoracique de la colonne vertébrale et donc un indice de pénétration qui est augmenté. Donc, on peut dire que la syphose T1, T12 est inversement proportionnelle à l'indice de pénétration thoracique. Et ça, c'est dans les 3 groupes.
on a remarqué que dans les deux groupes 2A et 2C, la gibbosité thoracique est proportionnelle à l'angle de Cobb frontal. Donc, plus la scoliose est sévère dans le plan frontal, plus la gibbosité est élevée. On a remarqué également que plus la gibbosité est élevée, plus l'indice de torsion est élevé. Donc, c'est comme si la rotation vertébrale entraînait une augmentation de la gibbosité. Ça, également, une chose qu'on quantifie, qu'on connaissait, mais là, il est tout à fait quantifié. Les rotations vertébrales et les gibbosités locales, et la gibbosité locale, au niveau du segment thoracique scoliotique, diffèrent entre le groupe 2A et le groupe 2B. Alors, en orange, vous allez voir la rotation vertébrale et en bleu, la gibbosité locale. Alors, dans le groupe 2A, c'est dans le groupe où la gibbosité est élevée, la gibbosité est exclusivement élevée, donc il n'y a pas d'augmentation de l'indice de pénétration thoracique. On voit, si vous suivez la ligne des rotations vertébrales, on trouve qu'elles augmentent de la zone jonctionnelle proximale pour atteindre un maximum au niveau de l'apex de la scoliose, de la coupure scoliotique, et puis diminuent progressivement également pour arriver à la zone jonctionnelle en bas. Par contre, si on suit le bleu, on voit très bien que là aussi, on commence petit au niveau de la gibbosité pour la zone jonctionnelle proximale, et qu'avec la rotation vertébrale, la gibbosité augmente petit à petit, presque d'une façon parallèle à la rotation vertébrale. Par contre, dans le groupe 2, on voit très bien que la gibbosité ne suit pas du tout, la ligne de la gibbosité ne suit pas du tout la courbe de la rotation vertébrale, ce qui nous amène à dire que la gibbosité locale dans le groupe 2A semble corrélée ou associée à une rotation vertébrale, à la rotation vertébrale. Si l'une est élevée, l'autre l'est, et si l'une est diminuée, l'autre l'est également. Par contre, on a trouvé que le comportement de la gibbosité dans le groupe 2B, le groupe 2B, donc, où l'indice de pénétration est élevé, le comportement de la gibbosité est indépendant de celui de la rotation vertébrale. Et donc, à la lumière de cette étude de la cage thoracique, on peut dire qu'on a pu créer une nouvelle classification des déformations de la cage thoracique dans la scoliose hépatique en deux groupes. Le groupe 1, c'est celui où il y a une déformation de la cage thoracique légère ou modérée. Le groupe 2, où la déformation de la cage thoracique est sévère ou anormalement élevée, c'est-à-dire là où la gibbosité est supérieure à 9 degrés et où l'indice de pénétration thoracique volumétrique est supérieur à 6,3%. Le groupe 2A, donc, a déformation à gibbosité élevée exclusive, c'est-à-dire sans augmentation de l'indice de pénétration, et comme son nom l'indique, associée à une gibbosité élevée, mais elle est associée à une sévérité de l'angle de Cobb et à une augmentation de l'indice de torsion. Ça, c'est des corrélations, ça, c'est un petit résumé de ce qu'on a vu, et on voit qu'il y a des corrélations positives entre la gibbosité et l'angle de Cobb, et les gibbosités et l'indice de torsion, et une relation directe entre la gibbosité et la rotation vertébrale. Par contre, dans le groupe 2B, là où il y a un indice de pénétration volumétrique élevé, il y a une diminution du volume de la cage thoracique, une diminution du diamètre antéro-postérieur de la cage thoracique, une hyposyphose dorsale et une augmentation de la zone jonctionnelle, de la syphose de la zone jonctionnelle. On trouve donc que la syphose TNT12 est inversement proportionnelle à l'indice de pénétration, comme on l'a dit, et on n'a pas trouvé de relation directe entre la gibbosité d'une part et la rotation vertébrale. Alors, pour le groupe 2C, c'est à la fois le groupe 2A et le groupe 2B, donc on trouve à la fois une augmentation de la gibbosité, une augmentation de l'indice de pénétration, une augmentation plus sévère encore, donc des courbures sévères en matière de Cobb frontal, et une augmentation de l'indice de torsion. Et voilà, ça c'est les corrélations, on ne va pas les répéter, mais c'est la sommation à la fois du groupe 2A avec le groupe 2B. Donc en conclusion, alors si on veut vous faire une petite application clinique de cette étude tridimensionnelle de la cage thoracique et de la scoliose, on peut se dire qu'on a pu identifier deux groupes majeurs, un groupe où il n'y a pas de déformation de la cage thoracique, où il y a une déformation minime de la cage thoracique,
légère ou modérée, qui n'est pas inquiétante, et un groupe où il y a une déformation sévère de la cage thoracique. Dans cette déformation sévère de la cage thoracique, on a pu stratifier 3 groupes. Le premier, ce qui est le groupe 2A, c'est là où il y a la gibbosité qui est élevée. Dans ce cas particulier, on a vu qu'il s'agit plus d'un inconfort esthétique et que les principes de base du traitement de cette déformation est le même qu'on connaît très bien, que ce soit pour un corset ou pour la chirurgie. Par contre, dans les groupes 2B et dans les groupes 2C, c'est-à-dire dans les groupes où on a un indice de pénétration élevé, on sait très bien qu'il y a une hypocyphose thoracique. Et cette hypocyphose thoracique, on peut l'appeler également des fois lordose, même, c'est même pas une hypocyphose uniquement, mais carrément le segment vertébral qui pénètre dans la cage thoracique et qui peut produire une altération de la mécanique respiratoire, ventilatoire, et partant donc une insuffisance respiratoire qui, si elle n'est pas traitée, elle va évoluer. Là, évidemment, le but principal du traitement est de restaurer une cyphose dorsale. Et si jamais on s'entête dans ce cas pour utiliser un corset pour des courbures qui sont inférieures à 40 degrés ou à 38 degrés ou à 37 degrés, on va finir par une aggravation de la pénétration intrathoracique de la colonne vertébrale et on va finir donc par une aggravation de l'état du patient. C'est là où il faut peut-être commencer à les opérer à des angles de déformation de cob, de face frontale moins sévères que ce qu'on fait pour ceux du groupe 2A. Donc, cette classification nous a un peu éclairé. Elle nous a dit qu'on ne peut pas se fier toujours à l'ampleur de l'angle de cob de face et à la gibbosité, mais qu'il faut regarder de près l'hypocyphose thoracique parce qu'elle représente une pénétration du rachis dans la cage thoracique et qui peut ainsi menacer la mécanique ventilatoire et la fonction pulmonaire. Ce travail vient d'être publié, vient de sortir dans le Clinical Spine Surgery en février de cette année. Donc, en conclusion, ce travail nous a permis de mieux comprendre le comportement tridimensionnel de la colonne vertébrale et de la cage thoracique, surtout en matière de déformation, mais d'extrapoler également pour avoir une idée sur ce que peut donner ces déformations en termes de fonction respiratoire grâce à une meilleure analyse de l'indice de pénétration et de la stratification des déformations de la cage thoracique. Ce travail nous a également permis, grâce à une meilleure connaissance de cette déformation qui est la scoliose idiopathique de l'adolescent, de contribuer à d'autres travaux dans notre labo qui viennent de sortir pour la majorité et de nous pousser à réfléchir un peu plus loin. Là, il y a des travaux qui sont en cours pour faire une analyse également avec un suivi. Les mêmes patients sont en train d'être revus à un recul de 1 et 2 ans et 3 ans pour voir comment va se comporter la déformation scoliotique et la déformation de la cage thoracique. Et dans les cas qui sont traités par corset ou par chirurgie, voir quel est l'effet de ces traitements. Voilà, je vous remercie encore une fois et j'aurais souhaité être présent à Tunis, qui nous est très cher à nous Libanais et en général et à moi en particulier. Et donc, je vous souhaite un bon congrès. À bientôt.